Je profite toujours des occasions que j'ai pour dire des obscénités en public, alors ça commence comme ça. There is no escape, the big pricks are out, they'll fuck everything in sight, watch your back. Dans ses vers du célèbre dramaturge anglais Harold Pinter, écrit en 2003 au lendemain de l'annonce officielle d'une participation de l'armée britannique dans le cadre de l'opération Iraqi Freedom, c'est la grossièreté du vocabulaire qui génère la polysémie. L'expression big pricks permet de désigner simultanément des dirigeants infatués par leur pouvoir, des dirigeants stupides, et les gros canons pointés par leurs soins. De même, they'll fuck everything in sight peut signifier que ces gouvernants vont tromper tous ceux qui se mettront au travers de leur chemin, que les conséquences de leurs décisions politiques seront catastrophiques et que les armes qu'ils vont déployer aveuglément permettront une destruction sans précédent. Enfin, la formule « watch your back » permet quant à elle d'insister sur la lâcheté de ses chefs et sur la déloyale asymétrie de la guerre qu'ils appellent de leur vœu. Alors, aussi excessif soit-il, ce poème de Pinter n'en demeure pas moins assez représentatif de la majorité des textes poétiques occidentaux inspirés par la guerre d'Irak. Il s'agit de poésie écrite contre la guerre, centrée exclusivement sur l'événement qu'il condamne et directement soutenue par l'actualité militaire et politique contemporaine de leur rédaction. Alors, je vous en épargne la lecture, mais c'est du même acabit que celle qui était présentée et qui nous a été lue par M. Maurice hier, dans ce calibre poétique. Cependant, le contexte guerrier post-11 septembre 2001 a tout de même poussé certains poètes à trouver une écriture qui refuse les simplifications outrancières et qui cherche à exprimer avec inventivité et sensibilité les chocs provoqués par la Global War on Terrorism et la violence qui la caractérise. Trois œuvres poétiques ont retenu mon attention que je présente ici en respectant l'ordre dans lequel ils vont être par la suite analysés. Premièrement, il y a le recueil Les années de guerre, publié en 2014 par le poète québécois Samuel Mercier. Dans un deuxième temps, je vais vous parler du recueil Stateside, publié en 2010 par la poétesse américaine Jane Dubrow. Et dans un troisième temps, je vais vous parler d'un recueil intitulé Here Bullet, publié en 2005 par le poète soldat américain Brian Turner. Si j'ai adopté cette séquence, en fait, c'est parce que de Mercier à Turner, en passant par Dubrow, la parole poétique se rapproche toujours de plus en plus de la guerre à proprement parler. D'ailleurs, les titres de ces recueils et les illustrations choisies pour les premières de couverture témoignent étonnamment bien de cette progression qui conduit de l'arrière vers le champ de bataille. Alors, le drone en vol sur la jaquette du livre de Mercier symbolise la volonté des armées occidentales contemporaines de toujours mieux se distancier des ennemis qu'ils doivent affronter dans l'optique de la guerre zéro mort. Plus localement aussi, ce drone permet de symboliser le fait qu'au Québec, la guerre est toujours une tragédie qui se déroule ailleurs, qu'on suit par écran interposé et qui, pour l'immense majorité des Québécoises et des Québécois, ne sera jamais une réalité concrètement vécue ou subie. D'où le pluriel aussi, peut-être, des années de guerre. La guerre s'installe dans la durée, mais au loin, sans menacer directement tous ceux et celles qui sont restés au pays. Le titre du recueil de Jane Dubrow, qui s'intitule Stateside, ce qui signifie littéralement « du côté des États-Unis », ressort devant une image qui présente la silhouette d'une femme recroquevillée sur elle-même avec à l'avant-plan une plaque d'identification militaire. Le conflit est ici pensé dans une perspective plus personnelle. La guerre force des ruptures, désunit des couples et qui sait provoque du veuvage. Enfin, la première de couverture du recueil de Turner ne laisse absolument pas planer le doute. L'image donne à voir un soldat en tenue de combat, fusil pointé vers le sol, isolé dans un milieu désertique. En regard d'ailleurs du titre, Here, Bullet, il y a de la vulnérabilité dans cette image, quelque chose qui suggère que le soldat exposé est une victime en puissance, un mort en sursis, à qui la balle du titre sera peut-être un jour ou l'autre destinée. Ce titre peut aussi être lu comme un appel même adressé à ce projectile, comme si la mort était espérée. Alors, je commence avec Mercier. Chez Samuel Mercier, la topique guerrière est très fortement liée à ce que Thomas Rabineau nomme, dans son essai De la guerre en Amérique, l'imaginaire terroriste. Il s'agit, selon lui, d'une mosaïque de représentations qui se sont développées en sol américain suite aux événements du 11 septembre 2001 et qui convergent vers un ennemi mortel, le terroriste islamiste, adversaire des idéaux démocratiques et œuvrant de concert avec des États voyous dont l'Irak est défini comme l'archétype. Le poème liminaire du recueil de Mercier se lit comme suit. Alors, la guerre avait commencé et nous la suivions sur les écrans verts. La traînée lumineuse du missile se répand sur Bagdad. Ici, il neige depuis des millénaires, les maisons sont des blockhouses et les rues des tunnels dans lesquels les enfants se perdent pour ne jamais revenir. L'épisode militaire auquel nous assiste ici par écran interposé est selon toute vraisemblance le pilonnage intensif de la capitale irakienne, première phase très médiatisée de l'opération Iraqi Freedom qui s'est déroulée de mars à avril 2003. L'identité du nous des téléspectateurs
spectateurs se précisent par le biais d'un contraste qui accuse la distance les séparant du lieu où la guerre fait rage. Un ailleurs bombardé, Bagdad, s'oppose à un ici fortement enneigé. Traditionnellement, dans le corpus poétique québécois, la neige désigne le pays, le climat rigoureux d'un Québec de froid et de givre. Et cette identité québécoise du nous sera confirmée plus tard dans d'autres poèmes dont je ne parlerai pas. En fait, la communauté qui est représentée dans le recueil de Mercier est une communauté très spécifique qui est celle des habitants de Rivière-du-Loup, qui est une petite ville de province, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie québécoise. Donc la neige qui s'accumule là depuis la nuit des temps singularise cette ville par la négative. Elle suggère une municipalité isolée et refermée sur elle-même. Mais les choses s'aggravent à la faveur du contexte guerrier. La carapace de neige se voit assimilée à des structures militaires fortifiées, lesquelles témoignent en retour de la peur, plutôt paranoïaque, d'éventuelles et très improbables attaques terroristes à Rivière-du-Loup. Ces forts et ces tunnels de neige, bien qu'ils rappellent ceux que les enfants bâtissent et creusent pour s'amuser, sont construits par des adultes très sérieux. Ce sont donc avant tout des repères idéologiques qui coupent de la réalité et qui déforment les esprits, y compris ceux des plus jeunes. Alors, par le biais du discours rapporté, les vers qui suivent, les voici, donnent un aperçu de ce que le nous se dit pour justifier les missiles sur Bagdad, pour légitimer sa propre peur, mais aussi pour stigmatiser l'ennemi. Donc, ils viennent de nulle part, ils ne connaissent pas la valeur des choses, ils brûleront le concessionnaire. L'ennemi approche, tu le sais, l'ennemi approche, ils brûleront le centre commercial, arracheront l'herbe du parc municipal pour y planter du sable et y sacrifier des moutons. Alors, imprévisibles et sauvages, agissant au nom d'idéaux incompréhensibles et appartenant à un autre âge, souhaitant la destruction d'un mode de vie qui se résume ici fort sarcastiquement au concessionnaire, au centre d'achat et à la pelouse du parc, le terroriste est décrit par le biais d'images stéréotypées, par ceux-là même qui réduisent leur propre société à des clichés, étant entendu que la voiture, la consommation et le gazon sont trois lieux communs particulièrement éculés pour dire l'Amérique. Mais Mercier ne s'en tient pas à ce portrait peu flatteur d'une collectivité réconfortée du fait qu'ils ont imprimé le visage des terroristes sur le journal et rassuré à l'idée de, je le recite, vieillir sous le regard bienveillant des drones. Surgit soudainement de cette communauté un couple en rupture de ban, formé par le sujet lyrique et sa compagne, laquelle a un statut plutôt ambigu. Anonyme, toujours désignée par le pronom « elle », cette femme dont est entiché le « je » est toujours évoquée au futur, de sorte qu'elle apparaît comme une amante fictive à qui le « je » assigne un rôle allégorique à travers une relation fantasmée. À deux, ils forment un second « nous » qui s'oppose au premier et qui fomente différentes agressions, toutes plus farfelues les unes que les autres. Alors, les voici. Nous serons des sauvages, ajouterons des fautes au journal, briserons les fenêtres de l'école pour nous faire des colliers vivants avec les hamsters de la classe. Nous brûlerons le stade olympique. Alors, le comique de ces attaques terroristes repose sur le fait qu'elles sont explicitement imaginaires, mais aussi très caricaturales. Les ennemis intérieurs se promettent d'en mettre plein la vue. Comme les vrais terroristes, ils adopteront des pratiques barbares, s'en prendront à des innocents et mettront le feu à des symboles de l'identité nationale. Aussi drôles soient-elles, ces offensives fictives sont quand même sérieuses. Ajouter des fautes au journal, c'est déjà être en mesure de reconnaître que la presse charrie de la fiction, qu'au temps de la Global War on Terrorism, les journaux peuvent se muer en weapons of mass persuasion. La planification de ces fausses agressions se présente aussi comme une tentative désespérée pour ébranler un monde désespérant de conformisme. Enfin, le délire propre à ces projets témoigne de la solitude et de l'isolement vécu par ces renégats qui osent remettre en question les opinions communément admises et radicalisée par le contexte guerrier. Alors, je passe à Dubrow. Chez Jane Dubrow, le rire, même jaune, est totalement absent. Il cède la place au sérieux du drame vécu par un couple bien réel, cette fois. Dans Stateside, toute la lyre est mobilisée pour exprimer le problématique devenir d'amants américains désunis par une guerre certes lointaine, mais qui l'est déjà moins qu'elle ne l'était chez Mercier. L'énonciatrice de ses poèmes de séparation est le plus souvent représentée à proximité du rivage, au bord de l'eau, là d'où elle peut observer les navires militaires en partance. Alors, je vous présente le premier poème dont je veux parler, que je ne crois pas avoir le temps de lire, mais enfin, il s'intitule « Secure for Sea Maritime Terminology ». Alors, ce poème est constitué de 2 sizains d'octosyllabes au canevas métrique inversé. Le premier commence par une paire de rimes embrassées, suivie de 2 paires de rimes alternées, et le deuxième cisain permute cet ordonnancement. Je vais revenir sur le 7e vers, qui est scindé.
Alors, métriquement, tout est mis en place pour accentuer les oppositions que travaille le poème entre la mer et la terre, entre le départ et l'attente, entre la permanence et le changement, mais aussi pour insister sur le double sens de l'expression « secure for sea ». Le premier cisain rappelle que selon la terminologie maritime, elle signifie qu'un objet transporté par bateau a été bien attaché de manière à ce qu'il reste en place au moment de la traversée. La deuxième strophe revient sur la même expression, mais cette fois dans la perspective qui est celle de la terminologie matrimoniale, pourrait-on dire. Lorsque des femmes se disent que leur soldat de mari est secure for sea, cela signifie qu'elles sont au contraire prêtes à se détacher de celui qu'elles préféreraient malgré tout retenir, séparation d'ailleurs formellement marquée par le rejet du segment of him. Ces femmes acceptent de lâcher prise parce qu'elles se laissent aller à croire que le soldat qu'elles abandonnent va tenir, malgré les secousses qui l'attendent sur les champs de bataille. Mais cette croyance ne résiste pas à l'incertitude qui finit par l'emporter. The farther out a vessel drifts, will content stay in place or shift. C'est précisément au moment où le poème s'ouvre au doute que les potentialités sémantiques se multiplient. D'abord, l'utilisation du terme content, c'est-à-dire contenu, pour désigner des soldats embarqués pour la guerre, suggère qu'à bord du navire, ces derniers sont littéralement du matériel humain. Cette chosification des militaires est formellement d'ailleurs suggérée par le rejet qui fait débuter le 7e vers, c'est-à-dire le premier du 2e cisain, par or fixed, segment qui appartient par la construction syntaxique et le sens au premier cisain dans lequel il est question d'outils et d'objets. Bien que ces militaires soient dressés au maintien, ils risquent donc très fort d'être bouleversés au contact de la guerre, et l'alternative stay in place or shift permet aussi d'en suggérer une autre, beaucoup plus radicale, à savoir survivre ou mourir. Aussi, les termes vessel et content, qui peuvent aussi faire référence respectivement au corps et à l'âme du he soldat dont il est question au vers précédent, permettent aussi de traduire l'incrédulité de l'énonciatrice quant au fait qu'un soldat puisse revenir psychologiquement indemne du front. D'ailleurs, le verbe drift, ici dérive, ne manque pas de signaler au passage que l'activité militaire est indissociable d'une perte de contrôle. Enfin, il est remarquable que les femmes, dans ce poème, soient identifiées par le « we » d'une collectivité plurielle, tandis que les soldats, eux, sont ramenés à un seul homme, him, he, comme si leur fonction militaire les uniformisait et venait effacer tout ce qui les distingue nécessairement les uns des autres. Dans un autre court poème de Jane DeBrough, qui s'intitule Zero Dark Hundred, qui signifie dans le jargon militaire américain un moment indéterminé de la nuit, cet usage donc du singulier pour désigner le pluriel de la soldatesque est repris, mais dans une perspective d'opposition plus nette vis-à-vis de cette mise en série de soldats génériques interchangeables. Celle-là, je peux peut-être me permettre de lire. Alors, this is the hour that writers eulogize, midnight, when my husband guards his post against monotony. Before sunrise, this is the hour that writers eulogize. In port, a sentry walks the deck, replies, all conditions normal, surveys the coast. This is the hour that writers eulogize, midnight, when my husband guards his post. My words are just reflections from the shore, and the page, imperfect mirror of his ship. Ici, l'énonciatrice se dissocie d'emblée des écrivains prompts à glorifier la vie militaire. Pour eux, des tours de garde nocturnes sur le pont d'un navire de guerre amarré sont matière à éloge, tandis qu'à ses yeux, ces rondes de surveillance sont synonymes de monotonie, d'ennui. Tout se passe d'ailleurs comme si l'obscurité qui règne à cette heure que les auteurs aiment célébrer était la condition de leur enthousiasme. La noirceur dissimulerait l'ordinaire de la scène et favoriserait les licences d'imagination. D'ailleurs, les vers « In port, a sentry walks the deck, replies all conditions normal, surveys the coast » sont écrits de manière à permettre d'imaginer que cette réplique de la sentinelle s'adresse moins à un quelconque frère d'armes qu'aux écrivains en question. Il leur confirmerait qu'au moment où il fait sa ronde, toutes les conditions sont effectivement réunies pour que la scène puisse faire l'objet d'un éloge. Mais le problème est que le mari de l'énonciatrice, en faction sur le navire, fait partie de ce tableau que d'autres qu'elle parviennent à idéaliser. Le distique répété « This is the hour that writers eulogize, midnight when my husband guards his post » témoigne de ce malaise. La présence du singulier et très personnel « my husband » en lieu et place du pluriel « soldiers » qui est attendu, est un moyen imaginé par la poétesse pour s'opposer à la dissolution des identités au sein d'un corps d'armée. Du point de vue extérieur, qui est celui des auteurs d'éloges, son mari est un soldat comme un autre qui incarne une admirable constance martiale. Du point de vue de l'énonciatrice, bien qu'il se fonde dans la troupe, son mari est non seulement un soldat distinct des autres, mais d'abord et avant tout un homme absent. Comme elle le dit plus loin, « My words are just reflections from the shore and the page, imperfect mirror of his ship ». L'expression « reflections from the shore » suggère non seulement que la parole poétique s'élabore à partir du rivage, auquel elle est en quelque sorte rivée, mais aussi qu'elle ne peut faire autre chose que d'en être le reflet. Tout se passe comme si cette poésie n'atteignait pas le navire. La page du poème est porteuse de mots auxquels le réel militaire échappe, et ce, bien qu'il soit certain que cette réalité militaire va éventuellement emporter son mari.
J'en viens à mon troisième poète. Dans Hear a Bullet de Brian Turner, le poète soldat prend littéralement d'assaut sa guerre, il la cerne poétiquement. Un rapide coup d'œil sur les titres donnés au poème, Observation Post number 71, Body Bags, Eulogy, Line Medevac, Four Vultures, Autopsy ou Toussaint, montre qu'ils insistent pour la plupart sur le réel de la guerre, sur son matériel, sur les lieux où elle fait rage, mais aussi sur les ravages qu'elle occasionne et les souffrances qu'elle fait endurer. De tels titres annoncent une expérience directe et concrète de l'affrontement et des poèmes qui ne basculeront pas dans la xénophobie et le bellicisme. Alors ici, je vais vous présenter un poème qui s'intitule The Baghdad Zoo et qui est un bel exemple de la poétique de guerre développée par Turner. Alors je le lis. An Iraqi Norton brown bear mauled a man on a street corner, dragging him down an alley as shocked onlookers shouted and threw stones. Tanks rolled their heavy tracks past the museum and up the Ministry of Oil. A gunner watched a lion chase down a horse. Eaten down to their skeletons, the giraffes looked prehistoric, unreal, their necks too fragile, too graceful for the 21st century. Dalmatian pelicans and marbled teals flew over, frightened by the rotor wash of Black Hawk helicopters touching down. One baboon escaped the city limits. It was found wandering in the desert, confused by the wind and the blowing sounds of the barking dunes. Le poème Baghdad Zoo, donc, fait référence à un épisode surréaliste, mais bien réel, de la conquête militaire de l'Irak. Lorsque Bagdad a été bombardé, le zoo, qui se trouve au cœur de la ville, n'a pas été épargné par les pilonnages. Les déflagrations ont détruit plusieurs cages et éventré l'enceinte du zoo, de sorte que des animaux sauvages se sont mis à rôder librement dans les rues de la capitale, au moment même où ses habitants, eux, étaient cernés par les troupes américaines. Ceci dit, les attaques contre l'envahisseur n'ont pas tardé à se multiplier, de sorte que le zoo du titre peut aussi renvoyer, bien sûr, au désordre et au chaos qui règne dans une Bagdad très péniblement occupée par l'armée américaine. Donc, les 5 tercets de ce poème présentent autant de scènes inspirées par ces événements, et leur succession dévoile un montage poétique qui vise moins à restituer fidèlement les faits qu'à proposer un récit inspiré par eux. Les 2 premiers tercets opposent 2 communautés aux prises avec les animaux errants. La première est composée de gens qui sont inconnus de l'observateur, a man, shocked onlookers. Il s'agit de civils irakiens exposés au danger, qui réagissent comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, en criant et en lançant des pierres. Les militaires américains forment pour leur part la deuxième communauté. Ces derniers disposent d'armes beaucoup plus efficaces pour se défendre et accessoirement pour défendre les civils menacés, mais ils trouvent le moyen de ne pas s'en servir. Les soldats à l'abri dans leurs chars se contentent d'observer passivement un péril qui ne les menace pas directement. Dans cet univers de prédation invraisemblable où en pleine ville des animaux renouent avec leurs instincts de chasse, les hommes s'ensauvagent eux aussi par la guerre, mais de curieuse façon. Les soldats ont moins l'air d'être là pour affronter l'ennemi que pour défendre les intérêts économiques de la nation au nom de laquelle ils se battent. Les 2 strophes suivantes célèbrent chacune à leur manière la pureté d'animaux qui sortent grandis de leur comparaison avec les hommes. Je vais m'occuper seulement de ce qui est la 4e strophe du poème pour des raisons de temps. Alors, dans cette strophe, donc, qui représente des oiseaux s'élevant au-dessus de la mêlée, 2 jeux d'opposition entre le haut et le bas sont créés. D'abord, la peur, ce sentiment honni des militaires qui rabaissent les soldats avouant l'éprouver au rang de couards, honore les oiseaux qui, instinctivement, prennent leur envol pour fuir la guerre. Ensuite, ces oiseaux occupent le monde céleste, tandis que les hélicoptères, ces volatiles mécaniques qui usurpent leur nom d'oiseaux, Black Hawks, touchent le sol, sont en quelque sorte rivés aux activités qui avilissent le monde terrestre. Le dernier tercet se distingue de ceux qui précèdent, d'abord parce que l'action se déplace à l'extérieur de la ville, mais aussi en raison de l'animal désigné. Le singe force la comparaison avec l'homme et invite à lire cette ultime strophe sur le mode de la fable. Qui est représenté à travers ce singe qui s'est échappé de sa cage, puis de la guerre, et qu'on a retrouvé errant, perdu dans un environnement désertique étranger. Le vocabulaire employé et le contexte militaire du poème permettent de suggérer une hypothèse. D'abord, le verbe « escape » donne à lire qu'il s'agit d'un fugitif. Ensuite, entre l'habitant et l'occupant, c'est-à-dire le soldat américain, c'est ce dernier qui est le plus susceptible d'être égaré et confus dans le désert irakien. Tout semble donc converger vers la représentation figurée d'un GI insoumis. Et puisqu'une fable ne va pas sans sa morale, celle qui se dégage ici est qu'il ne faut peut-être pas juger trop sévèrement un militaire psychologiquement déstabilisé par les affrontements armés. Le soldat qu'on a retrouvé errant sans but précis et confus au milieu du désert semble avoir perdu ses
moyens, et rien dans le poème suggère une condamnation de sa désertion ou de son état mental. Il me semble même qu'un parallèle peut être établi entre la finale de ce poème et l'image qui est représentée sur la première de couverture du recueil. Cette image, comme on l'a vu, qui met elle aussi de l'avant un soldat vraisemblablement égaré au cœur d'un désert. Enfin, le moins qu'on puisse dire suite à la lecture du poème de Baghdad Zoo, c'est que le poète soldat qui prend la parole ici ne se conforme pas du tout à la figure du poète national tel que l'a défini David Atterbach dans un livre récent intitulé National Poetry, Empires and War. Voici comment le poète national est défini. National poets communicate power and unity, warning of the dangers of weakness, disintegration and betrayal of national ideals precisely by those who should make the nation strong. Fin de citation. Donc, les poésies de Mercier, de Dubrow et de Turner ne sont pas écrites pour ou contre la guerre d'Irak. Ces orientations idéologiques, qui encouragent le développement d'une vision dualiste des choses et qui font courir le risque d'une instrumentalisation de la parole poétique, sont absentes de ces œuvres qui accueillent la guerre dans une perspective plus ouverte, mais de manière aussi à rendre compte de sa complexité et à pouvoir partir d'elle pour dire autre chose. Ainsi, chez Mercier, évoquer la guerre d'Irak permet de resémantiser la figure du terroriste et de mettre en lumière que la médiatisation d'une guerre lointaine concourt à sa déréalisation. Chez Dubrow, la mise en poème du même conflit conduit à questionner les phénomènes d'identité et d'altérité au sein de l'armée et conduit aussi à réfléchir à même le poème sur les conséquences de l'événement pour la poésie. Enfin, chez Turner, la thématisation de la guerre d'Irak est l'occasion de rappeler l'invraisemblable du réel lorsqu'il est soumis à un conflit armé et, conséquemment, l'importance de la fabulation pour l'exprimer poétiquement.